Salut Julien, Bonjour Gaël. je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui sur Aventure Humaine. Tu es le fondateur de l'agence de communication responsable Wide and Slow. On est aujourd'hui en direct plutôt du côté de la région de Nantes, Cap à l'Ouest, une nouvelle fois. On va parler aujourd'hui, je pense, et on va prendre le temps de manière slow de sujets qu'on n'avait pas encore abordés, je crois, sur Aventure Humaine, autour de la communication, autour de la responsabilité, autour de, de ces décisions, de ces choix que l'on peut faire et dans la manière de prendre en main un petit peu et de déterminer quelques actions pour remettre un peu plus de sens dans nos vies. Et donc, je suis vraiment très heureux de partager tout ça avec nos auditeurs. C'est un grand plaisir pour moi aussi. Merci de m'avoir invité Gaël. Euh, j'ai hâte, euh, j'ai hâte de pouvoir partager avec toi et puis avec ta communauté plein de principes qui pour nous ont pas été si faciles que ça à mettre sur table. Et puis aussi pour le fun, le parcours et tout ce qui mène à ça. Euh, voilà. Est-ce que, justement, pour commencer, tu te souviens de manière plus ou moins précise du déclic ou de la raison qui t'a fait te lancer sur cette aventure et ce chemin entrepreneurial? Euh, il y en a eu plusieurs. Il y en a eu plusieurs. Disons que euh, sur l'entrepreneuriat, le déclic, ça a été une rencontre. Quelqu'un m'a proposé d'entreprendre une première fois. C'était ma précédente aventure en fait. J'ai rencontré le fondateur d'une agence qui était basée à Lorient et puis il voulait ouvrir à Nantes avec le deal d'être gérant associé et de créer cette aventure. Alors je suis pas allé pour rien, j'avais aussi un petit peu ça en moi. J'avais pour rigoler fait un concours de start-up un an avant, et puis je pense que depuis longtemps, moi j'avais aussi envie de faire à ma sauce, tout simplement. Je pense que je ne suis pas un entrepreneur né, pas du tout. Il a fallu que j'apprenne, il a fallu que je me fasse violence un petit peu, que je gagne en humilité, etc. Que j'apprenne beaucoup de choses. Mais je pense que j'avais une envie d'indépendance et puis surtout une envie de développer, de déployer une vision. Et en fait, c'est pas facile de le faire quand on a quelque chose d'intense en soi. C'est pas facile de le faire dans un cadre imposé ou en tant qu'employé, etc. Donc pour moi, le choix, ça a été après quelques années de carrière quand même, ça a été l'entrepreneuriat. Et c'est pas facile non plus quand on a des associés. Du coup, là, j'ai vraiment l'impression que tu déploies les ailes avec l'agence que tu as créée Ouais. il y a quelques années. Là, alors tu es solo, tu as évidemment des collaborateurs, tu arrives à développer, mais tu as cette possibilité de déployer à temps plein, de manière très très libre et indépendante, cette vision très forte. Ah, grave, là c'est vrai que c'est le pied sur à ce niveau-là puisque quand j'ai créé Wild and Slow, euh, à peu près quand même 15 jours après avoir quitté mes fonctions d'avant, donc ça s'est Oui. fait assez vite. D'ailleurs, je n'avais pas prévu de le créer forcément, c'était pas clair dans ma tête, mais le jour où j'ai pris la décision, ça a été une vraie, on va dire, autoroute philosophique, puisque avec la liberté, avec le fait de rien avoir à perdre, avec le fait d'avoir peut-être une revanche à prendre ou d'avoir vraiment un peu la hargne, je me suis autorisé à faire quelque chose qui était vraiment profondément ancré en moi. Et le jour où j'ai écrit communication durable comme signature de ma boîte, ça m'a permis aussi d'être en recherche, puisque j'avais des valeurs importantes, mais je voulais pas décevoir ou je ne voulais pas, je voulais vraiment mettre la hauteur et l'exigence dans ce que je mettais là-dedans. Et ça, associé à la liberté qu'on a aussi quand on démarre de rien. C'est-à-dire que quand on est une grosse boîte avec 500 clients, 500 employés,
on n'est pas aussi libre que quand on commence de zéro et qu'on veut installer quelque chose d'exigeant et de puissant. Et donc avec cette liberté, ouais, j'ai pu déployer mes ailes et ouais, faire quelque chose dont je suis vraiment fier, quoi. Je suis vraiment fier de ce qu'est devenu Wild and Slow en 2 ans aujourd'hui. Ouais. Et donc, on va dire en 15 jours, là, sur cette période du coup très courte, c'est voilà, tu clôt un chapitre et il y a une page blanche devant toi où il y a qu'est-ce qui s'est passé sur ces 15 jours? Quelle est la première action que tu fais, quoi? Non, mais en 15 jours, il y a un deuil entrepreneurial. Il y a beaucoup de stress et de recherche parce que avant j'étais gérant, hein, et donc j'avais pas le droit au chômage. Ma femme était arrêtée aussi parce que c'est son choix. On avait, on a 2 enfants et elle a choisi de mettre entre parenthèses sa carrière pour être à la maison, etc. Donc en fait, on n'avait pas de revenus. Mm-hmm. Donc il y a tout le stress de cette période-là. Une visibilité à 2 ou 3 mois, c'est-à-dire les parts que j'ai récupérées d'avant, qui vont pas nous amener bien loin, quoi. Et puis des signaux qui arrivent à droite à gauche fais-le ou tiens, moi j'ai un sujet pour toi, Julien. Enfin, un hasard des choses qui a fait aussi que un ancien contact m'a appelé pour me faire bosser. Je lui ai dit bah écoute, enfin moi je suis plus, je suis plus dans le coup. Je suis en train de je vais sûrement monter un projet, mais je sais pas. Et il m'a dit non, mais moi c'est toi que je veux, on y va. Et puis donc j'ai eu la chance d'avoir une espèce d'accord, de premier accord avant de monter ma boîte. Et puis il y avait aussi quand même quelque chose. Je ne savais pas le potentiel que je pouvais avoir. C'est-à-dire que dans les 3-4 mois après avoir créé la boîte, j'ai eu des propositions d'emploi. J'ai eu des propositions de rachat, alors que ma boîte était encore toute jeune, etc. Et donc je ne savais pas encore je ne croyais pas forcément tant que ça en moi, quoi. Donc bon, j'ai lancé la machine. J'ai mis un niveau d'exigence très fort dès le début, au lieu de me concentrer sur peut-être aller chercher du business, etc. Ouais. Mais non, il y a quelque chose que je pouvais pas me faire, qui était de faire quelque chose à moitié. Donc bon, bah voilà, je suis parti bille en tête sur ce niveau-là, et puis ouais, ça a pris 15 jours, dont un jour pour le nom. et un jour pour le nom, c'est pas assez. Je suis passé pas loin de la grosse connerie, hein. J'avais vraiment des noms tout pourris que j'ai failli choisir, et Wild and Slow, ça l'a bien fait, ça a marché. Les gens ont compris rapidement. Voilà. Ouais, Wild and Slow et communication durable, comme tu l'as dit, ça c'est bon, on a le menu, quoi. Ouais, c'est ça. Mais après, quand on sait pas au début, on se dit ouais, slow, on va peut-être les clients vont peut-être croire qu'en fait, on va mettre 3 heures on va mettre 3 mois pour faire une presta, ou on est des gros lents, on sait pas travailler, etc. Et en fait, je pense que tout ça, c'était des psychoses, des peurs, mais dans la réalité, on comprend très bien l'état d'esprit et la philosophie, et personne n'a peur nos clients n'ont pas peur de travailler avec une agence qui s'appelle Wild and Slow, quoi. Ça. Ouais, encore plus, je pense, aujourd'hui. Et encore plus aujourd'hui. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer et nous dire pourquoi tu es aujourd'hui sur ce domaine de la communication? Pourquoi tu t'es dirigé depuis plusieurs années sur cet aspect de communication, communicant? Oui, alors on va dire que c'était pas une évidence comme ça avec mon enfance ou avec mon parcours, et c'est venu sur mon chemin. Disons que moi je viens d'un endroit modeste de la campagne en Charente. J'ai un parcours à la fois premier de la classe et artiste. J'ai un groupe de musique encore aujourd'hui, etc. Mais je l'ai mis c'est des choses qui sont en parallèle d'une activité professionnelle. Donc j'ai ce double parcours-là, et puis
je pense que je n'ai pas beaucoup écouté l'artiste dans ma période scolaire et, et jusqu'au parcours supérieur, quoi. Je n'ai pas écouté cette partie en moi, puisque quand on est bon à l'école, on y voit tout un tas d'espoir surtout quand on vient d'un milieu modeste, quoi. C'est ce qui va nous sortir de. On est poussé, ouais, l'ascenseur voilà. social. Ouais. C'est ça, c'est important. Ça met beaucoup d'étoiles dans les yeux. Il y a aussi un prix qui est, on s'écoute pas, on donne tout sur des choses superficielles, puisque finalement. L'école ne nous apprend pas à nous connaître nous-mêmes, nous apprend pas à être nous-mêmes. C'est tout sauf ça même. Ça nous apprend surtout à être expert en plein de choses, surtout quand on se donne l'objectif d'avoir des bonnes notes, etc. Donc j'ai ça, et puis j'ai commencé à vouloir écouter un peu plus l'artiste en moi en grandissant. Ça m'a amené à faire mes stages dans le culturel, donc dans la musique et puis dans l'humour et le cinéma. Et puis j'ai commencé après ma carrière dans la publicité que je voyais comme un secteur culturel. Je le voyais vraiment comme quelque chose d'artistique qui pouvait mélanger mes compétences d'école de commerce et tout ça avec mes ambitions artistiques, sauf qu'on se met vite dans des cases, hein, surtout dans les grandes agences, il y a les consultants, les créatifs, faut surtout pas mélanger. Et on te rappelle que t'es pas un créatif quand tu es consultant et que tu débordes un peu sur leur territoire. Et ça, c'était pas acceptable pour moi, par exemple. Je n'aime pas cette philosophie-là de mise en silo. Pour moi, ça éteint les gens, ça éteint les potentiels. Et puis, finalement, en grandissant dans la publicité, dans la communication, je me suis trouvé pas trop mal. J'ai eu une évolution constante. Et puis, j'ai aimé ça. J'ai aimé apprendre continuellement. En fait, ça nourrissait mon envie d'apprendre, tout en touchant à des sujets créatifs, même si j'étais assez vite déçu. Je trouvais que nos débats avec nos clients étaient pas suffisamment émotionnels, justement. On était trop sur ouais, mais est-ce que avec ce message-là, on va comprendre mon produit, on va comprendre que c'est le meilleur, on va comprendre mes arguments, sauf que alors ça ressemble être une lapalissade dans le milieu communication, etc. Mais ça ne l'est pas dans les faits, dans le quotidien. Sauf que notre métier, c'est pas de faire comprendre un produit. C'est pas du tout ça. Quand on fait une publicité, imaginons une publicité télé, les gens, ils ont pas envie de nous voir. Hein. Ils sont en train de regarder un divertissement, ils sont en train de se faire plaisir, et on leur impose quelque chose qu'ils n'ont pas demandé, dont ils n'ont pas envie. Et donc, je pense que c'est une ultime agression que de leur expliquer que machin lave plus blanc que blanc, que ce truc-là est supérieur, ou de leur mettre un truc qu'ils voient tout le temps comme une grosse publicité de SUV ou de parfum. Pour moi, c'est toujours les mêmes, ces trucs-là. Pour moi, il y a un côté un peu agressif là-dedans. Et si on se mettait au niveau du film qu'ils étaient en train de regarder, si on se mettait au niveau de leurs émotions, au niveau de voilà, ils sont disponibles, ils sont dans ce moment-là. Je pense qu'on serait bien meilleur et bien plus sympathique, etc. Et la deuxième couche, c'est et si on se mettait au service d'une société meilleure, c'est encore mieux et c'est beaucoup plus acceptable. Et je pense que dans notre métier, on n'est pas obligé de vendre de la pâte à tartiner ou de promouvoir des stations essence pour gagner sa vie. On peut aussi choisir de promouvoir autre chose, de promouvoir des choses qui vont construire le monde de demain. Je sais pas, la mode d'occasion, les couches lavables au lieu de mettre tout le temps des couches jetables à la télévision avec des bébés mignons, etc., ou de la nourriture plus responsable. Enfin, je parle que de télé, hein, mais c'est pas fort. Enfin, c'est pour que j'ai jamais fait de campagne télé de ma vie encore, donc mais c'est pour juste c'est pour que voilà, ce soit un peu compréhensible parce que c'est un média de masse que tout le monde connaît, mais voilà Okay. comment je suis arrivé dans ce truc-là, et puis voilà mon en quelques mots mon ambition aussi. Je comprends pourquoi tu pensais que la publicité avait ce côté culture. Il y avait une émission qui s'appelait Culture Pub. Ouais, c'est le pied. On y voit des trucs super. On se marre.
On se marre en regardant Culture Pub, c'est cool. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais ou je sais pas si ça existe, mais je vois le côté très très assouvir sa curiosité. On comprend en décryptant toutes ces énormes campagnes, toutes ces énormes marques, toutes ces énormes tous ces messages. Quand on les décrypte, on comprend tellement de choses sur la société et sur notre comportement, notre fonctionnement. Et quand tu parles de susciter, de se positionner beaucoup plus sur les émotions, tout ça, ça là, tu l'as découvert, tu l'as décortiqué au fur et à mesure. L'émotion, tu veux dire le fonctionnement, peut-être à la marge neurosciences ou oui. le comportement humain, on va dire, quand il est devant un message de communication, tout ça, tu l'as décrypté, tu l'as décortiqué. Oui. C'est au moment où j'ai quitté mon. J'ai travaillé dans plusieurs belles agences à Nantes au début de ma carrière, et puis au moment où j'ai fait ma première démission et où je me menais vers ma deuxième agence, j'étais tombé sur tout un planning strat anglais et américain sur l'économie comportementale, sur le fonctionnement du cerveau, qui m'a passionné à tel point que j'ai travaillé le sujet pendant 2 ans. J'ai monté des conférences que j'ai pas mal déployées et que je déploie encore de temps en temps sur comment on décide et comment fonctionne notre cerveau. Et ça m'a enfin permis, moi qui étais premier de la classe mais malheureux, de me comprendre et de remettre enfin en question, puisqu'en économie on nous apprend qu'on est des êtres rationnels, qui savent classer nos préférences, qui quand ils vont dans un magasin, ils se comportent pareil qu'ils aient faim ou qu'ils aient pas faim, et qui sortent avec les produits qu'ils avaient déjà prévus avant, qui ne sont pas du tout tentés par un truc qui a l'air délicieux ou une pulsion ou quoi que ce soit, qui compare chaque produit. On regarde toutes les étiquettes, on fait des tableaux croisés dynamiques dans le magasin, etc. Donc tout ça, c'est ce qu'on nous apprend en sciences économiques, puisque on va dire que dans le temps, c'était des mathématiciens qui construisaient des modèles et non pas des observateurs ou des psychologues. Sauf qu'on s'aperçoit que ces 20 dernières années, beaucoup de prix Nobel d'économie sont des gens qui viennent de l'économie comportementale, de la psychologie. Je pense à Daniel Kahneman ou à Richard Thaler, l'auteur du Nudge. Et quand on les étudie, on redescend un petit peu sur qui on est et sur tout être. Alors c'est pas facile à entendre par un grand PDG, mais j'en ai piégé beaucoup lors de mes conférences en leur mettant des problèmes de niveau 6e qu'ils savent pas résoudre pendant une conférence, parce que leur cerveau est émotionnel et qu'ils n'ont pas un intérêt particulier à le résoudre, et que du coup ils vont nous dire je sais pas, alors que c'est niveau 6e. Et enfin bref, toutes ces expériences commencent à être assez connues maintenant, etc. Mais tout ça pour dire que notre activité cognitive est essentiellement émotionnelle, que nos décisions sont essentiellement émotionnelles. Alors parfois, c'est pas bien, ce serait bien qu'on réfléchisse un peu plus, mais on est aussi comme ça, et il faut l'accepter. Et s'accepter en tant qu'être émotionnel, c'est aussi s'accepter comme on est, c'est aussi écouter nos émotions, et puis c'est aussi en tant que publicitaire, par exemple, c'est s'adresser à ses émotions. Alors, il y a deux choix. Soit on s'adresse à ses émotions de manière diabolique, puisque on a peur, ça crée tout de suite une peur de manipulation, etc. On pense à, je sais pas, des gens qui diffusent des odeurs dans la rue pour mener vers une croissanterie ou autre. On pense aussi au patronizing, là, au marketing bienveillant. Je vais manipuler les gens pour leur bien, mais on peut aussi tout simplement s'adresser aux émotions parce que c'est cool, ça fait du bien à tous, sans se croire au-dessus de tout le monde, mais pour agir pour un monde meilleur, tout en croyant au libre arbitre, quoi, sans être un grand manipulateur. Et c'est le choix que je fais, moi. Je m'adresse aux émotions des gens, à leur cœur, sans grand calcul, etc. Et pour un monde meilleur. Alors pour un monde meilleur, j'y reviendrai un peu plus tard, mais et oui, on va le creuser. Où est ce curseur, cet équilibre ou ces limites
quand on parle peut-être de marketing responsable ou une fois qu'on a compris qu'on allait s'adresser aux émotions, qu'on allait s'adresser à nos deux cerveaux, où est-ce que tu te dis ça je le fais pas, même si je sais que ça marche, ça je le fais, ça est-ce que c'est juste parce que tu es transparent et que tu vas le communiquer et tu vas le dire, est-ce que tu as une sorte de charte déontologique, d'éthique pour tout ça? Non, sur le côté émotionnel, enfin, je calcule pas les choses comme ça. Je calcule les choses en mode ça c'est mon métier, ça c'est pas mon métier. C'est-à-dire construire un argumentaire commercial, ça s'appelle de la vente, et c'est pas ce qu'on fait dans une campagne marketing, dans une campagne de com, dans une campagne publicitaire. On construit pas des argumentaires commerciaux. Une campagne publicitaire n'est pas faite pour vendre, même si elle a des impacts sur la vente après, mais elle n'est pas faite pour créer une vente. Une campagne, elle est faite pour ou un branding ou tout ça, elle est faite pour laisser une trace parmi d'autres traces. Les traces qui restent sont un ami qui nous parle, un truc qu'on a vu un jour, ou dans la rue, et qui fait que le jour où je vais devoir choisir un nouvel objet, un nouvel ordinateur, je comparerai seulement 3 prestataires, pas 500 non plus, et dans ces 3 prestataires, il y aura ça. C'est ça notre rôle, c'est pas de créer une vente immédiate. C'est pas de passer à la caisse, c'est juste de rester dans le dans le top of mind, rester mémorable et c'est ça. Et que ce soit limpide, on va dire. Ils ont l'air cool ces gens, je bosserais bien avec eux. Ils ont l'air sincères ces gens, ça me parle ce qu'ils ont à dire. Ouais, ça me touche même. Voilà. Et après il y a le commerce, la vente, etc. Avec un circuit, avec un canal, avec une expérience utilisateur, voilà, etc. Avec une comparaison, avec des, c'est un assemblage quoi. Il y a, allez, on va prendre une marque d'eau, hein, même si je peux dire qu'ici Wild & Slow ne travaillera jamais pour une marque d'eau en bouteille en plastique, puisque c'est pas un modèle que l'on défend. Une marque d'eau, il y a une trace publicitaire à la télé, par exemple, qui crée un truc. Il y a le tableau sur le verso de la bouteille, c'est un autre truc, hein, avec combien de magnésium, de calcium. Enfin, nous, c'est pas ce qu'on fait. Nous, on s'occupe plus de la trace, etc. Donc, si on s'occupe d'une trace, ce sera pour défendre une marque de gourde ou par exemple une machine à bulles pour faire soi-même son eau pétillante ou son soda, etc., etc. Donc il y a la trace dans une campagne de pub, il y a le site de vente avec tout un canal, et puis il y a l'étiquette avec le tableau croisé derrière sur les informations rationnelles. Moi, ce qui me plaît le plus, hein, parce que quand on fait un pack, on doit mettre ce tableau, etc. Moi, ce qui me plaît le plus, là où mon rôle personnel est à moi, c'est sur la partie émotionnelle, et c'est sur la partie tiens, ils sont intéressants ces gens, tiens, ça me parle, tiens, je bosserai bien avec eux. Et aujourd'hui, on va dire quels sont les points communs et en termes il doit y avoir plusieurs spécialisations dans la communication, mais et la typologie de vos clients. Qu'est-ce que vous faites le plus souvent et pour qui? Alors, il y a plein de secteurs que j'ai envie de toucher qu'on n'a pas encore abordés. Okay. Parce que, comme je le disais aujourd'hui, pour nous, la communication durable, c'est une question de qu'est-ce qu'on raconte aux gens, comment on influence les gens, qu'est-ce qu'on est en train de faire à la société. J'y reviendrai. Et donc, ça passe beaucoup par un choix de secteur. Aujourd'hui, dans notre base client, on va dire qu'on a les 30-40% d'institutionnels, le secteur public, qu'il s'agisse de la santé ou de la solidarité, qu'il s'agisse de tourisme responsable, donc office de tourisme, comité du tourisme, etc., avec un rôle qui est comment rendre le tourisme responsable ou de proximité quelque chose local. De cool,
quelque chose de sympa, quelque chose de non punitif ou comme une alternative à la baisse d'un super voyage à l'étranger. Comment on fait pour rendre ça sympathique? Voilà, enfin bref, on accompagne aussi des villes. On a une partie aussi de PME où on va être sur, par exemple, des cabanes en bois, des purificateurs d'air éco-conçus, ou des petits entrepreneurs engagés qui se lancent. On a un cabinet comptable qui est un de nos clients et qui s'appelle Alterconta, qui fait une comptabilité très alternative avec un niveau d'engagement très haut. On a accompagné un studio de réalisation de films qui s'occupe d'entrepreneurs engagés et qui s'occupe de les mettre en valeur de façon unique, avec une méthodologie tout aussi unique. géniale. La meuf, elle a 26 ans, elle a une maturité émotionnelle que moi j'ai acquis il y a 2 ans. Enfin, et ça, c'est quelqu'un qui me touche beaucoup. Voilà, j'oublie peut-être des choses là, mais voilà sur les typologies de clients qu'on accompagne aujourd'hui. Ok, et du coup, c'est pour faire. Vous faites aussi bien de la conception de sites internet, de la campagne. Tout à l'heure, on parlait de télé ou de spot, de vidéo, de choses comme ça. Vous faites du print, des choses comme ça? Alors, on rentre essentiellement par 2 cases que sont la stratégie marketing, stratégie de communication, et pour un de nos clients, stratégie de pivot, donc stratégie de business model pour l'un d'entre eux, avec tout un planning strat, un travail en amont même sur leur structure de chiffre d'affaires, structure de rentabilité, les outils qui vont derrière, etc. Mais essentiellement quand même stratégie marketing, stratégie de communication. Ce qui fait qu'on est surtout sur des accompagnements 1 an, 2 ans, 3 ans. Deuxième clé d'entrée, c'est le branding, création de marque ou lancement de marque ou rebranding, qu'il s'agisse de plateformes de marque, de nom, d'identité visuelle, etc. Ces 2 clés d'entrée derrière sont des autoroutes pour déployer la suite, puisqu'on a une maîtrise de qui est cette marque, dans quelle direction elle va, quelle est sa personnalité, et derrière ça nous amène à déployer les outils, que ce soit le site web en éco-conception, la stratégie marketing digital, ou des films. On va tourner pour du cinéma en septembre sur des campagnes tourisme. Voilà, et puis quelques clés d'entrée parfois sur l'éco-conception digitale, mais c'est pas forcément notre délire de rentrer par l'outil. C'est-à-dire on fait essentiellement d'éco-conception digitale quand on rentre par la stratégie ou le branding, mais c'est puis au vu de notre staffing, on est encore petit, on préfère rentrer sur les gros sujets qui nous apportent de la pérennité que par un simple outil. Voilà. Ça doit faire partie évidemment on va dire d'une stratégie, en tout cas de bon sens pour structurer, développer, pérenniser l'agence que tu as créée dernièrement. Vous êtes 4, 5 bientôt? On est 3, on sera 4 bientôt. 4 bientôt, et enfin 4 au mois d'août et 5 en janvier. En janvier prochain. Ouais. Super. Donc ça montre bien que quand il y a une réflexion qui porte une vision, quand elle est bien communiquée, il y a un vrai développement en 2 ans, sortie de, entre guillemets, même si tout le monde parle de sortie de crise, en gros, il y a une crise tous les ans depuis 30 ans. Donc ça, c'est porteur. Ouais. Notre positionnement est palpable, compris. Et aujourd'hui, j'ai toujours pas fait d'appel en froid. Ça, c'est assez délirant, mais je n'ai pas eu à faire de prospection froide. On a un flux d'appels entrants et de demandes important, ce qui m'amène à recruter derrière, parce que ça commençait à être un peu chaud pour nous là de suivre et de répondre à tout. Mais aujourd'hui, il y a une confiance qui se crée, et notamment sur nos engagements, qui font que nos engagements sont très différents de beaucoup d'agences qui ont tout un onglet RSE, qui se disent responsables parce que elles ont acheté 3 vélos et elles se fournissent par un fournisseur d'électricité durable. Pour moi, c'est une joke, quoi. C'est des choix à 200 balles. C'est pas des vrais choix qui sont moi je refuse de faire de la publicité pour l'huile de palme. Ça, c'est un vrai choix.
Parce que ça peut coûter 100 000 balles, ça, de refuser un contrat comme ça. C'est pas un choix. Enfin, Quels sont les autres choix ou les autres engagements que tu peux nous partager? alors, quand j'ai écrit communication durable et que j'ai voulu être palpable, être concret, j'ai regardé autour de moi, j'ai vu très peu d'exemples. Il y en a, mais j'ai vu très peu d'exemples qui me disaient, moi, en tant que tout petit, j'aspire à aller dans cette direction-là. Et puis je suis tombé aussi sur des choses inspirantes. Et puis en fait j'ai déterminé, notamment en voyant beaucoup de greenwashing, j'étais déterminé là où je ne mettrais pas la priorité et là où je la mettrais. Et là où je la mettrais, c'est les secteurs. C'est-à-dire que je pense en tant que société de service, notre impact principal, il est scope 3. C'est-à-dire il est indirect. En tant que société de service, on a des bureaux, un ordinateur, on fait quelques trajets en voiture parfois, mais voilà, alors, ça peut être assez choquant ce que je veux dire, mais c'est pas grand-chose par rapport à tout le reste des impacts très graves qu'on peut avoir. On le voit d'ailleurs sur le secteur bancaire où il y a eu des classements des banques les plus polluantes, par exemple, non pas parce que elles trient pas leurs déchets, mais parce qu'elles financent les projets pétroliers en masse, donc à scope 3. Et moi, je pense que l'impact d'une agence de communication est dans ce scope-là. Donc, première chose, c'est définir les secteurs pour lesquels on ne travaille pas. Et donc, j'ai trouvé une méthodologie qui s'appelle le Climate Disclosure Report, qui liste les secteurs les plus polluants, et puis qui délivre un format de rapport qui est déterminer et publier noir sur blanc notre pourcentage de chiffre d'affaires sur ces secteurs. Donc, industrie pétrolière. Moi, j'en ai rajouté. J'ai rajouté l'huile de palme, j'ai rajouté la pêche intensive, j'ai rajouté tous les secteurs qui, en tant que personne, m'énervent et j'aurais honte de travailler pour ces secteurs-là. Donc, et je ne veux surtout pas participer à ça. Donc là, c'est la chance en tant qu'entrepreneur. En tant qu'employé, on peut pas avoir cette parole. Moi, j'ai déjà fait des remarques où j'ai déjà émis le souhait de ne pas travailler là-dessus. On m'a dit, alors toi, tu choisis tes projets maintenant. Ça m'a brisé le cœur quand on m'a dit ça une fois. Donc maintenant, en tant qu'entrepreneur, je choisis mes secteurs, ouais, je les choisis, et je le dis haut et fort sur les réseaux sociaux, sur mon site. Et quand je le dis sur les réseaux sociaux, ça met une petite pression aux autres. Parce qu'ils voient que même une entreprise toute petite, parce que nous, on va peser 200 et quelques mille euros de chiffre d'affaires cette année, il y a bien plus gros que nous, même une entreprise toute petite qui démarre juste peut avoir ce niveau d'exigence et peut dire haut et fort, moi je participe pas à ça. Et être rentable et embaucher. Et croître. Oui. Et croître, voilà. Donc, j'ai fait ce choix-là de déterminer des secteurs sur lesquels on va pas, de déterminer aussi des secteurs sur lesquels on va. Aujourd'hui, on peut avoir des valeurs et pas être condamné à travailler sans être payé, quoi. Enfin, il y a des secteurs vertueux qui sont en pleine croissance, qui apportent beaucoup d'investissements. Et donc je tombe sur la bonne période, quoi. C'est-à-dire que je peux, enfin, il y a une croisée des chemins qui est géniale là. Et il y a beaucoup d'entreprises ou d'entrepreneurs qui ont fui la communication parce que ils voient notre secteur comme un secteur au service d'un capitalisme ou d'un capitalisme sans foi ni loi. Et donc moi j'ai pas confiance en ces gens-là. Et donc mon rôle aussi, moi, c'est de recréer la confiance. Donnez-moi le bénéfice du doute, s'il vous plaît. Ce qui m'oblige parfois d'ailleurs à donner le bénéfice du doute à des secteurs où j'ai un doute. Bon, je leur donne le bénéfice du doute. Parce que moi aussi, je suis dans un secteur sur lequel on peut avoir un doute. Et donc j'aime qu'on me donne le bénéfice du doute, qu'on m'écoute, et qu'on s'aperçoive que, ah ben non, ça existe sur ce secteur des agences qui ont envie de faire quelque chose et qui ne sont pas prêts à tout pour faire un truc créa ou un truc ou pour faire avancer leur business. Comment on fait pour déterminer, pour peut-être se rendre compte, s'informer de la pertinence, de la qualité d'une communication d'entreprise en tant que consommateur, client? Est-ce que tu as des petites clés que justement tu vas aller chercher pour vérifier quelques petites choses? Ah oui, il y a alors notamment sur le greenwashing, il y a d'ailleurs, je pense que de manière générale, les gens ont un détecteur à greenwashing très fort aujourd'hui.
et s'énerve. J'ai vu un post LinkedIn passer sponsorisé d'une banque qui figurait dans le classement dont je parlais tout à l'heure des banques les plus polluantes, qui sort un investissement durable. Tous les commentaires, 100% des commentaires étaient négatifs en mode comment osez-vous? Ils se sont fait défoncer parce que ils ont manqué d'humilité. Parce que sous prétexte qu'on fait un truc bien, ça y est, on communique. On peut faire, on y va, on peut faire fi, etc. Sauf que il faut faire preuve d'humilité. Et de cohérence. Et ce manque d'humilité est détecté parce qu'aujourd'hui, la jeunesse est active. La jeunesse est très active. J'adore cette jeunesse, moi, d'aujourd'hui, qui a des valeurs, qui est pas prête à tout, quoi. Même qui est pas prête à tout pour aller bosser, qui est pas prête à tout pour avoir un emploi, qui est exigeante là-dessus, et qui est exigeante sur ce qu'elle achète, sur ce qu'elle. C'est pas tout le monde évidemment, mais je le sens fortement. Donc, et puis sur les détecteurs à greenwashing, c'est facile. Par exemple, j'invente mon propre picto ou mon propre label. C'est-à-dire, je peux pas avoir le label machin truc, donc je mets fabriqué dans des champs français, tu vois, au lieu de mettre origine France garantie. Et je le fais créer à l'agence, boum, je le mets, ça créera un truc un peu confus, etc. Et voilà, où j'utilise le vert, où je mets que en avant 5% de mon activité vertueuse. Le leader du pétrole en France a publié son rapport économique il y a quelques jours. La couverture, c'est les éoliennes, qui représentent un pourcentage infime de leur activité. Donc ça a énervé tout le monde. Et c'est mérité. C'est mérité. Les gars, faites preuve d'humilité. En fait, les entreprises les plus polluantes sont celles qui ont les meilleurs rapports RSE. Pour être honnête. Moi, j'en ai téléchargé beaucoup de très grosses entreprises pas connues pour leurs vertus. C'est magnifique. Une petite entreprise engagée n'est pas capable de faire ce niveau de rapport RSE génial. Et ça, c'est le problème. C'est qu'on dise que ce qui nous arrange dans ces rapports-là, quoi. Voilà. Et puis il y a ce qui est intéressant aussi, c'est que dans la communication, alors ça commence à l'être, mais on n'est pas formé à la déontologie et au juridique. C'est-à-dire, on est juste formé à être créatif ou à vendre ou à faire des recos, mais on n'est pas formé à la déontologie ou au juridique. C'est-à-dire qu'à la base, on ne sait pas qu'il ne faut pas mettre une voiture dans un chemin où il n'y a pas de route. C'est interdit, par exemple, puisque ça promeut le fait de se balader n'importe où et de détruire la nature. C'est interdit de mettre des gens en scène dans des dunes de sable parce que c'est pas recommandé, puisque c'est il y a des zones protégées si on y va trop, ça provoque ça facilite l'érosion, etc. Donc il y a tout un tas de pratiques qui sont pas innées, donc on voit de moins en moins, puisque les publicités qui ont des mauvaises pratiques sont signalées, parfois même aussi en amont, parce qu'il y a un bureau de vérification, la RPP. Donc il y a tout un tas de pratiques qui sont détectées assez rapidement finalement aujourd'hui. Ok. C'est vrai que c'est du bon sens, mais on n'a pas du tout été éduqués comme ça, même si aujourd'hui on regarde plus trop la télévision pour beaucoup. En fait, aujourd'hui, quand t'as quand même 30 ans, t'as passé toute ton enfance devant les séries, devant la télé, devant tous ces messages, donc t'as été noyé et alimenté fortement par tout ça. Avant de passer et de faire un petit flashback, je voulais faire un petit zoom parce que tu m'as interpellé là déjà sur ce point-là. Tu es, je pense, l'un des seuls entrepreneurs à aimer répondre à des appels d'offres, notamment publics. Ah oui. Et donc, je voulais savoir comment enfin, si c'était vraiment une pratique du secteur, et comment tu es arrivé à maîtriser, on va dire, ce hasard auquel j'ai goûté une ou deux fois et ça m'a vraiment refroidi. Donc voilà, tu as une part significative du développement et de réponses positives à des appels d'offres. Oui, c'est le cas d'ailleurs dans mes 2 aventures entrepreneuriales où on a toujours eu un très bon taux de transformation sur les appels d'offres publics.
Et d'ailleurs, ça a représenté dans les deux cas une part importante de notre chiffre d'affaires. Donc je tiens à dire haut et fort, parce que je sais qu'il y a beaucoup aussi de ressentiment sur ces appels d'offres parfois, ou de manque de confiance. Moi, j'en ai gagné plein, où je connaissais les gens ni d'Ève ni d'Adam, c'était pas pipé. Oui, c'est ça, parce qu'il y a des fois, il y a cette peur-là. Non, on peut gagner un appel d'offres public en enlevant tous ces mythes-là, même si je sais qu'il y a aussi ça qui existe, mais on peut gagner des appels d'offres publics juste en étant honnête et en donnant beaucoup de soi. Et avoir un bon taux de transformation. Ceci étant dit, quelques clés pour moi. Alors déjà, détecter là où il faut aller, là où il faut pas aller. Franchement, il y a une part d'instinct, mais il y a aussi une part de recherche du niveau de fidélité de cette institution, de là où ils en sont aujourd'hui, avec qui ils bossent, et puis du fit, quoi. Est-ce que ce sujet-là est vraiment fait pour nous, ou est-ce que bon, ça a l'air bien, je candidate, etc. Et s'il y a une croyance que le sujet est vraiment fait pour nous, on donne tout, parce qu'on sait que en face, il va y avoir du monde, et que tous les dossiers moyens, parce que parfois il y a 30 dossiers. Hein. Alors c'est un peu le sujet, ça fait un peu mal parce que ça veut dire 29 qui ont bossé pour rien. Et ça peut poser problème. Mais en tout cas, si on y va, c'est pas pour y aller à moitié, parce que si on sait qu'il y en a 30, va falloir faire les choses sérieusement et se donner un petit peu. Donc nous, on a réussi, quand on s'est beaucoup donné, à toujours faire top 2. Et ça, quelle que soit la taille. Avec Wild and Slow, on a gagné alors un marché public qui était à moins de 40K là, donc c'était pas dans les gros trucs où il y a plein de monde, mais c'était l'institution qui est obligée de demander à plusieurs prestataires, etc. Mais on a gagné ça dans nos 3 premiers mois, et dans nos 6 premiers mois, grâce aussi à une stratégie de groupement, puisque parfois sur des gros appels d'offres, nous quand on est 3, on n'est pas déjà, on a une apparence qui est pas suffisamment solide, même si on pense qu'on l'est. Il y a cette apparence-là qui est là. Et puis, deuxièmement, il y a dans les critères de jugement, il y a la capacité financière et la capacité ceci, cela. Et donc, faut montrer ces 3 derniers chiffres d'affaires. Quand on les a pas, on les a pas, quoi. Mais il y a des solutions. Déjà, se grouper, travailler, faire un groupement avec d'autres prestataires, avec qui on a des atomes crochus, et puis avec qui on trouve qu'il y a vraiment une complémentarité. Donc c'est ce qu'on a fait nous plusieurs fois, et on a gagné. Voilà, il y a une période où non, mais même encore là sur nos 2 ans d'activité, on doit être à 50% de réussite sur les marchés publics, ce qui est un très bon taux, hein. Mais on n'en fait pas beaucoup. Vous les choisissez parce que vous les détectez et vous creusez un peu. Et ça m'est arrivé de prendre des risques un peu trop quand même. Ça m'est arrivé une fois de travailler sur un marché public. Franchement, rien que moi, et il y avait d'autres temps de travail, moi j'ai mis 30 jours. Donc si on le perdait, franchement, on était mal. Et on l'a gagné. Et ça représentait la moitié de notre CA sur 3 ans quand même. Donc c'était vraiment significatif comme gain. C'est une prise de risque, mais bon. Ouais. Et en face, il y avait du lourd. Hein. Et d'ailleurs, je suis heureux là. On a eu plusieurs fois du lourd face à Wild and Slow, des agences que j'admire, contre qui on a gagné. Alors contre qui, c'est pas forcément contre, mais face à qui on a gagné, voilà. Il y a une fierté de, on sent que on peut avoir le niveau et au même prix, hein. C'est-à-dire que c'est pas stratégie de cassage de prix. C'est pas le low cost. Non. Alors ça m'énerve parce qu'il y a effectivement parfois il y a des écarts. J'en ai perdu, on est 4 fois plus cher des fois. Et moi je faisais déjà un effort. Donc je sais pas comment on peut avoir un business rentable ou pérenne en cassant les prix en 4 parfois. Si c'est faire des appels d'offres dans ce sens-là, c'est pas la peine, hein, parce que ceux qui font ça, je pense pas que ça puisse durer longtemps ou qu'ils puissent accorder un cadre acceptable à leurs employés. Voilà, s'il faut travailler comme un fou pour rien récolter derrière, il y a forcément des gens qui tranquent derrière. Ça n'existe pas une prestation de haute qualité à pas cher, quoi. Des fois, ça veut dire qu'il y a des gens qui travaillent la nuit. Hein. Ah oui, voilà. Les charrettes
en architecture ou en agence, c'est connu. Moi, je suis fier de dire là aussi haut et fort, s'il y a des gens dans la communication qui travaillent, mes employés n'ont pas eu à faire de charrette sur nos deux premières années d'activité. Ils se cassent à 17 heures la plupart du temps. Parfois, elle est une demi-heure de plus, ça arrive, mais voilà. Donc, on peut avancer sans imposer ces conditions de travail qui sont parfois monnaie courante. Et parfois, même des employés se plaignent, puisque ça m'est arrivé. Non, mais c'est trop, je suis épuisé. Bah, c'est comme ça, la com. Vous pouvez le voir, de nombreux témoignages sur le compte Balance ton agency sur Instagram. Ça pleut à foison, ce type de témoignage. Et je l'ai vécu moi-même, parce qu'on s'aperçoit pas, parfois, on est tellement embarqué par son sujet, par sa passion, qu'on est en train de se faire du mal, de bosser comme un fou pour un salaire pas terrible, etc. Parfois, on pense se faire bien, ou on pense machin, mais franchement, avec 10 ans de recul, ou même avec 5 ans de recul, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Bah, il y a normalement au moins une fois tous les matins, voire tous les soirs, un moment où on se regarde dans la glace. Donc, pour ça, c'est hyper important de faire les choix qui respectent un paquet de valeurs et de principes et de bon sens, et pas se voiler la face. Si ton business il tient à ce que les gens travaillent corps et âme jusqu'à minuit tous les soirs, c'est qu'il n'est pas pérenne, ton business. Il ne tient qu'au débordement de tout le monde et de manière non pas exceptionnelle. Allez, disons que de manière exceptionnelle, ça arrive. Ok. Mais quand c'est systématique ou systémique, c'est-à-dire que c'est toutes les semaines ou plusieurs fois par mois. Puis ça fait partie de la culture. C'est intégré complètement à la culture. Là, c'est chaud. Là, franchement, c'est chaud. Dans les grands cabinets d'avocats là qui font des opérations de fusion, acquisition, tout ça, je crois que c'est dans la vision commune, et même si tu n'es pas associé, tu sais que t'es bon pour sushi et pizza tous les jours de la semaine, et que partir à 18h, non, à 18h tu vas faire ton 4 heures et tu vas partir à minuit, quoi. Ouais, t'as pris ton après-midi. Voilà, il y a une phrase qui tourne. T'as pris ton après-midi quand tu te barres à 18h, quoi. Alors, même si c'est pour rigoler, c'est bon, entretenez pas cette culture, parce que ça crée quand même quelque chose de malsain. Ouais, de malsain, ouais. Malsain complètement. Totalement d'accord. J'aimerais bien revenir sur ta garde-robe de seconde main, et que tu puisses nous partager un petit peu tes recommandations. Il y a évidemment un grand sujet autour de la seconde main, et de un ou deux gros acteurs très présents sur nos smartphones, et puis qui permettent de nous livrer plein de choses. Mais en fait, il y a une autre manière de faire la seconde main. Je pense que toi, tu fais plutôt tu vas plutôt dans des recycleries, des choses comme ça. Je me fournis aussi chez l'acteur dont tu parles. J'y reviendrai, mais je fais aussi des achats de seconde main en ligne. Ok. Donc c'est moitié-moitié, on va dire, quoi, entre recyclerie, Emmaüs et tout ça, et Vinted. Ok. Et depuis combien de temps, et est-ce qu'il y a j'ai regardé un post, et t'en as même fait une affiche. Est-ce qu'il y a eu est-ce qu'il y a des regards, est-ce qu'il y a des comportements, des choses rigolotes ou des anecdotes autour de tout ça? Alors, ce que je peux raconter sur la seconde main, alors je compte pas, mais je pense que ça doit faire bien 3 ans que j'ai pas acheté un vêtement neuf. Je pense qu'il y a assez de coton sur terre, voilà. Ou de vêtements cousus sur terre, que même les nouvelles collections reviennent à des modes d'il y a 20 ans parfois, etc. Donc, c'est bon. Honnêtement, oui, on peut avoir quelques marques encore qui créent, il y a plein de marques responsables sur du neuf, mais je peux même dire qu'il n'y a pas forcément un grand besoin de nouveaux vêtements sur notre planète.
Voilà, ceci étant dit, moi mon choix c'est de me fournir sur la mode d'occasion, donc qui a déjà été utilisée, et puis même d'en parler pour inspirer, puisque pour moi c'est aussi une expérience d'achat. Bon, alors qui s'est démocratisé aussi maintenant, donc c'est plus tout à fait pareil qu'il y a 3 ans, mais déjà c'est pas qu'une question d'argent. Vous allez voir le parking chez Emmaüs, il y a tout type de voitures. Hein. Donc c'est aussi une question de valeur, de société. La société sait aller dans ce sens et tout ça. Alors l'avantage c'est que chez Emmaüs, c'est qu'on est aussi dans un contexte social et solidaire. C'est le bonus, c'est un plus, etc. Dans Vinted, c'est surtout l'aspect mode d'occasion et environnemental qui me tient à cœur, puisque même s'il y a des transports, des colis, j'admets aussi quelques vices. Quand on fait une analyse du cycle de vie d'un vêtement, l'essentiel de son impact, c'est la fabrication. C'est la fabrication. Donc, c'est pas parce que c'est pas parfait que c'est pas bien. Parfois, ça m'énerve quand on essaye d'inspirer sur les actions environnementales, on nous ramène toujours à notre merde entre guillemets, et on trouve genre ouais mais tu roules en diesel, donc tout ce que tu dis ne vaut rien. Ouais mais t'as un défaut, ouais mais t'es pas vegan, donc tout ce que tu dis ne vaut rien. Non. Enfin, il y a rien de jamais même des parfait. gens imparfaits peuvent être exigeants, vouloir inspirer. C'est pas le piège de compter les points, etc. Et je pense que c'est souvent quand on met un modèle assez exigeant, ça fait se sentir mal des gens qui au lieu d'accepter les choses, d'être inspirés, de s'ouvrir, de se rendre vulnérables, vont chercher la faute de l'autre par revanche et donc leur dire oui mais tu roules en diesel ou oui mais y a toujours un truc quoi. Bref, donc pour moi je ne dénigre pas Vinted. Nous non plus, hein, je sais pas si dans ma question c'était mal exprimé. On est tout à fait très très client et on revend et on est un acteur majeur, surtout avec des enfants qui grandissent à vue d'œil tous les 3 mois. Faut refaire la garde-robe, je crois. C'est génial. Splendide. Nos enfants sont contents d'avoir des vêtements. En fait, il faut pas la distinction de j'aurais préféré le voir neuf. Ça n'a jamais été un sujet. Et c'est pareil pour leurs jouets pris en ressourcerie. C'est pareil pour tout, hein, puisque nous, franchement, on achète rarement neuf. Et je vois venir ceux qui disent ouais, mais faut bien faire vivre machin, etc. Pour moi c'est superficiel comme conversation, puisque l'activité ne manque pas et il y a des activités dont on a de moins en moins besoin, et voilà, pas parce qu'un business existe qu'il doit vivre éternellement. Et il y en a d'autres qui doivent, et il y en a d'autres dont on a de plus en plus besoin, de plus en plus, et c'est là c'est le cercle vertueux et les balances qui sont en perpétuelle évolution. Et il y a des secteurs qui se transforment aussi, il y a des secteurs très anciens, des entreprises très anciennes qui arrivent à se transformer de manière remarquable et géniale, quoi. Parce que parfois c'est souvent les grands groupes qu'on cible pour leur non-responsabilité, mais il y en a aussi qui savent prendre le tournant, faire des trucs géniaux, sincères, avec des vrais paliers, etc. Enfin voilà, bravo quoi. Quand je vois par exemple que la Banque Postale se retire intégralement des énergies fossiles à horizon non pas 2050 mais 2030 je crois. Waouh, costaud les gars, bravo, parce que ça a pas dû se faire facilement quoi, hein, parce que pour les autres banques ça a l'air plus difficile, donc bravo, pour d'autres banques ou plus progressifs, etc. Donc c'est faisable et bravo pour ça. Donc anecdote sur la communication responsable. Qu'est-ce que je peux dire ? Eh bien, un chef d'entreprise peut s'habiller d'occasion et faire des rendez-vous de très haut niveau avec que des vêtements d'occasion. Voilà, number one. Ça, j'aime le partager. C'est pour ça que je me suis parfois pris en photo en vêtements d'occasion, avec même les étiquettes prix, 12 €, 5 €, cette chemise c'est un cadeau et machin. Parce que pour moi, il n'y a pas de... c'est pas un sujet de classe sociale ou de responsabilité. Tout le monde peut s'habiller d'occasion, et d'occasion c'est pas sale ou c'est pas moche, c'est juste que
ça a déjà servi à quelqu'un. Parfois, c'est juste une fois même. Parfois, c'est même un cadeau qui leur a pas plu. Et qu'est-ce que ça devient après, quoi. C'est ça le sujet. Voilà, j'aimerais travailler pour la mode d'occasion. Je n'ai pas eu l'occasion de faire de campagne pour la mode d'occasion. C'est pour ça que j'en ai fait signer Wild and Slow pour dire aux acteurs de la mode d'occasion, regardez ce qu'on pourrait faire. On n'est pas obligé d'être dans la mode d'occasion. Ce qui me déçoit parfois, c'est que on est sur des codes qui sont un peu trop rationnels, un peu trop dans la démonstration ou un peu trop pratico-pratique. Revendez votre garde-robe et faites-vous de l'argent de poche en vendant machin. On peut avoir les mêmes codes, on peut avoir des codes aussi émotionnels que la mode neuve. Ne leur laissons pas le monopole du cool à tous ces acteurs de la fast fashion. Ne leur laissons pas le ça c'est cool et puis nous on est les avec une feuille verte et sur des sujets de prix, sur des sujets de pur recyclage, etc. On n'est pas obligé d'être dans la surconsommation dès lors qu'on choisit d'être émotionnel et de créer une appétence pour la mode d'occasion, puisque c'est encore un enjeu. On est déjà à dénigrer parfois la mode d'occasion parce que elle a ses vices, puisque on accuse parfois certains vendeurs d'en faire un business. Boum, j'achète, je revends, et c'est aussi massif. On est déjà en train de la dénigrer, alors que on est quand même encore à une phase sociétale où on a besoin qu'elle soit beaucoup plus massive et qu'elle prenne le pas. Quand je vois ce grand acteur chinois qui a explosé, qui fait des milliards de chiffres d'affaires, qui se base sur de l'esclavage et qui est responsable de l'empreinte carbone je sais plus, l'autre jour je voyais un chiffre d'un grand pourcentage de l'empreinte carbone de la jeunesse. Franchement, toute mode d'occasion sera mieux que d'acheter ces vêtements à 2 balles là qui valent rien du tout et qui sont faits dans des conditions esclavagistes, quoi. Sans déconner, quoi. Donc moi j'aimerais que la mode d'occasion soit plus massive, soit plus promue et fasse plus envie. Et je rajouterais, il y a la mode d'occasion et il y a aussi le fait de réparer soi-même. Bien sûr, oui. Ça je sais, on cite régulièrement, mais Patagonia notamment, qui permet de gratuitement sur toute la vie, la durée du vêtement, vont le réparer à neuf. Eux-mêmes dans des centres, donc là aussi c'est on peut le faire soi-même, et si on ne sait pas le faire, il y a normalement la responsabilité du fabricant qui devrait et qui va à mon avis de plus en plus être en jeu, parce que les coûts vont être beaucoup trop astronomiques et ça va vraiment devenir rationnel de réparer. Il y a une explosion des freelances en réparation et des associations en réparation ou des repair cafés, des repair trucs là. C'est génial de voir ça. Puis en plus c'est franchement il y a un plaisir à. Parfois il y a des objets qu'on se dit bon moi je sais pas faire, je vais le jeter. Parfois il y a même un calcul économique qui se fait je me prends pas la tête et pour pas beaucoup plus je vais me renouveler. Mais il y a un plaisir à les faire réparer ou à le réparer soi-même. Il y a une fierté. Il y a une fierté incroyable. On parlait de neurosciences tout à l'heure là, mais je sais plus quelle expérience montre que ça a été l'effet Ikea aussi pendant des années. Le faire soi-même, ça provoque quelque chose de plus intense que d'acheter tout fait. Et dans la réparation, il y a aussi ça. Il y a cette satisfaction en fait, mine de rien, là, on devient des bons à rien avec l'évolution de la société. On sait même plus changer une ampoule de voiture ou etc. Et reprendre la main là-dessus et se remettre légèrement dans l'inconfort, ça nous rend aussi plus moi je me sens parfois plus humain c'est bon de pouvoir réparer des trucs sur ma bagnole tout seul ou je suis devenu moi qui bricolais pas plus jeune, je suis devenu le copain à qui on emprunte des outils parce que j'ai des outils, j'ai mon petit truc, je sais réparer les choses et c'est le pied c'est le pied de pouvoir faire cool, ces trucs soi-même, bien sûr. J'ai deux trois sujets là-dessus. Je suis le monsieur bricoleur de la crèche de mon fils. On a interviewé dernièrement l'un des derniers invités d'Aventure Humaine, c'est Olivier de Montlivaud, qui a créé SOS Accessoires,
il permet aujourd'hui de commander, je crois, n'importe quel accessoire de son électroménager. Et ils ont créé un studio de création de contenu pour justement t'apporter tous les tutoriels dont tu as besoin pour mettre en place la pièce numéro 23 de ton lave-vaisselle. Et ils disent, c'est génial ça. J'ai rencontré une startup justement qui faisait sur son activité, c'était réparer sa machine à laver en visio. Et donc ils ont tout un tas de techniciens qui te guident pour réparer ta machine à laver. Sur ces gros produits électroménagers où c'est un poil technique mais pas tant que ça. Mais comme on sait pas, voilà quoi. Alors pour les machines à laver quand même, pour ceux qui nous écoutent aussi, il y a plein de solutions de recyclage aussi. Il y a plein d'endroits d'entrepôts qui récupèrent. Il y a des boîtes comme Murphy là maintenant qui Back Market le fait aussi un peu. Mais on l'identifie surtout sur l'informatique, puis il le fait un peu. Mais Murphy, c'est pas mal identifié sur l'électroménager, c'est cool quoi, de donnez-leur quoi. Même revendez-leur, même pas, donnez-leur. Donnez-leur, ça va, de toute façon, ça va créer quelque chose de vertueux derrière, ça va pérenniser ces business-là. Donnez-leur votre vieille machine. Ce sera même jouissif pour vous. Donner, ça fait plaisir. Hein. Enfin, faut pas oublier que donner, c'est beaucoup mieux que de vendre à un prix trop bas. Vendre à un prix trop bas, tout le monde perd. C'est frustrant pour tout le monde. Donner, tout le monde, j'ai fait un geste, j'ai donné. Oh putain, il est sympa le gars, il m'a donné le truc, c'est cool. Voilà. Nous, on donne des prestations des fois. Ça nous arrive de faire des prestations gratos. Alors, on s'est donné une limite. Hein, on a un maximum de 2 fois par an. Et plutôt que quand on a un peu on va dire des coups de cœur ou des entreprises qu'on accompagnerait bien, mais ils sont pas à un stade où ils ont le pognon pour le faire. Plutôt que de baisser nos prix et de ça. Puis nous, au bout d'un moment, quand on baisse trop nos prix, au 3e aller-retour, on est en mode ouais ça va, il se fait pas chier quoi. On a baissé notre prix et en plus il leur demande, faut pas abuser. Donc on préfère sortir de cette boucle là pour être en mode on donne. Voilà. Et c'est gratos, on se fait plaisir et tout le monde et on se sent bien à la fin. Franchement, je me sens bien après avoir donné une prestation. Et la personne en face, elle a eu le droit à un truc gratos, elle se sent bien. C'est cool, quoi. Et on a toujours ce principe après de réciprocité ou d'équilibre dans la vie. Et il n'y a pas forcément la réciprocité dans ce duo, dans cet échange. Yes. Mais il y a la réciprocité dans l'énergie. Ça, j'y crois. Le karma, ça. Et karma is a bitch, dans l'autre sens. Toujours. Et le bon karma, c'est effectivement donne sans rien attendre en retour, et tu recevras. Et ça viendra peut-être d'une autre porte et tout ça. Croire en ça, il faut y croire. Il faut choisir d'y croire. Il faut choisir d'y croire et ça fait du bien de vivre comme ça. Et se donner suffisamment de temps pour avoir les preuves que ça marche. Oui, c'est être patient. C'est pas en 24 heures que ça revient. Mais vraiment sur la durée, il y a un vrai équilibre qui se fait dans tous les cas. Il y a rien qui se perd, tout se transforme. Ça c'est un vrai principe et une réelle réalité. On m'a déjà proposé, des fois on renvoie quelqu'un qui a un besoin, on peut pas y répondre ou c'est pas le bon moment ou machin, on le renvoie à quelqu'un d'autre. On m'a déjà proposé la commission d'apporteur d'affaires. C'est pas comme ça que je vois les relations partenariales, moi. Donc je refuse ça. Je ne veux pas, même si ça peut être, ça me permet de garder mon conseil neutre. Je n'y ai pas intérêt et ça me permet de nourrir mon karma je pense que quand on rentre dans la commission d'apporteur d'affaires, on rentre dans une relation transactionnelle et ce n'est pas la même chose qu'une relation relationnelle. Enfin, une relation relationnelle, c'est un peu mal dit, mais que quelque chose de relationnel, transactionnel, c'est pas forcément la même chose. Et trouver des bons partenaires, ça se fait encore plus au relationnel. Et ça se nourrit en relationnel. C'est pas donné. Ça s'entretient. Ça tombe pas comme ça. Ça se nourrit. C'est comme la réciprocité, ça prend du temps. Ouais. Et puis des fois, ça vient pas. Et puis c'est la vie, quoi. Voilà, c'est comme ça.
Il y a des cycles. Est-ce que on peut revenir tout à l'heure, il y a eu 2 ou 3 fois, tu voulais parler de cette vision du monde meilleur et de l'impact et des actions qu'on pouvait mettre en place. Est-ce que tu as envie de détailler un peu plus cette vision et ce message? Voilà, alors la question posée comme ça fait assez large. Je risque de, je risque de partir en big picture, mais par où Tu le peux. prendre? Tu peux. Bah, alors, je vais me confier un petit peu. Moi, quand j'étais petit à l'école, je me faisais taper. On s'en prenait à moi dans la cour d'école et je n'avais pas d'outils pour me défendre. Je n'avais pas les outils que parfois nos parents peuvent nous transmettre, que sont la confiance en soi, l'amour propre, ou il y a plein de choses. Bon, j'avais pas ça pour me défendre, donc je subissais. Et ça a aussi développé en moi quelque chose, un besoin de justice et une sensibilité très forte à l'injustice. Ça explique plein de choses là que j'ai dit tout à l'heure, que ce soit sur la maltraitance des salariés, que ce soit sur la justice environnementale, parce que pour moi, sur les enjeux environnementaux, il y a une question de justice pour tout le monde, quoi. Est-ce que c'est juste de faire ça, quoi? Est-ce que c'est pas égoïste de penser qu'à son simple profit économique au prix de la planète etc. Donc il y a un fort besoin de justice au point où je ne supporterais pas, même si ça m'est sûrement déjà arrivé, etc., mais j'ai du mal à vivre avec l'idée de créer des injustices. Et pour ceux qui ont ressenti de l'injustice face à des actions que j'ai pu créer, j'en suis désolé. Et sachez que j'ai du mal à vivre avec ça, puisque moi-même, je suis sensible à ce sujet-là. Je pense que c'est cette origine, cette source qui m'amène et qui m'a amené à tracer des lignes, que ce soit au quotidien, qu'est-ce que j'accepte pas, pourquoi je me bats et pourquoi je me bats pas, que ce soit dans le professionnel. C'est pour ça que ma boîte, parfois on me dit t'as un positionnement intéressant. Non, c'est pas un positionnement, les gars. C'est une ligne, c'est des choses pour lesquelles je suis prêt à mourir, pour lesquelles je suis prêt à me battre fort et pour lesquelles je suis prêt à tout perdre. C'est pas un positionnement pour rigoler parce que j'ai fait une étude de marché et que ça m'arrange et que du coup nanani nanana c'est froid, ça, c'est assez froid comme chose, hein. C'est même triste. Donc voilà, sur ce sujet-là, pour moi c'est une question de justice avant tout, j'y suis sensible et je pense que la justice, c'est pas un frein à la liberté ou à l'épanouissement personnel. S'intéresser à la justice, c'est un basique, quoi. Et franchement, ne pas s'intéresser à l'environnement, par exemple, être climato-sceptique et tout ça, pour moi, alors, il faut un monde pour tout le monde a le droit de vivre, ça ne mérite pas Les excès, oui. Ça ne mérite pas les excès ou les extrêmes ou la violence, mais je pense que ça mérite quand même une remise en question sur la justice ou comment on est dans ce monde-là, ou sur... C'est aussi se couper d'une grande partie de soi, parce que Ouais, on fait partie d'un monde et on fait partie de la nature. On n'est pas les hommes et les animaux, on est des êtres vivants faisant partie de ce tout. Donc, si on s'exclut, si on met un gros couvercle sur cette partie-là, ça doit faire un. C'est comme si on s'amputait, quoi. Voilà. Puis après, il y a l'alignement, c'est-à-dire une de mes manières de pitcher au départ ma boîte, c'était par exemple, je m'habille d'occasion, c'est pas pour faire une campagne pour une grande marque de fast fashion quand je suis au travail et me dire bon, bah faut bien gagner sa vie. Ben non, non, tout le monde a le choix en fait. Tout le monde a le choix. Et d'ailleurs, beaucoup de gens ont peur de démissionner d'un job qu'ils détestent parce qu'ils ont un emprunt, machin. Mais les gars, vous
pouvez trouver un emploi et ensuite démissionner. Vous pouvez, il y a des processus qui font que vous n'êtes pas obligé de vous condamner vous-même à être misérable et à passer votre temps dans la machine à café, à vous plaindre de vos patrons, nanani, nanana. Vous pouvez prendre en main votre avenir. Je ne veux pas faire un appel général à la démission, il y en a assez qui le font, etc. Mais un appel général à prenez en main votre bonheur et prenez en main votre alignement. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le font. Ça vous évitera quand même cette crise de la trentaine ou de la quarantaine qu'on est beaucoup à subir, qui est moi j'ai fait tout ce qu'on m'a demandé, tout ce que mes parents m'ont demandé, tout ce qui était attendu de moi, et franchement ça remplit pas ma coupe. Et mince quoi. Et j'ai pas envie d'attendre d'être pieds et mains liés, de plus avoir aucune marge de manœuvre pour bouger. Voilà, prenons notre destin en main. Je l'appelle. Et il y a plein de manières. Il n'y a pas que la démission. Pardon d'avoir insisté. Il y a plein de manières de le faire quoi. Mais faisons-le. On est acteur de son destin. Ça c'est important, être acteur de son destin. Mais tu vois, pour la petite histoire, moi, il m'a fallu quand même trois fois un patron qui me dit bon, je te garde pas, pour que je comprenne que il fallait peut-être que j'entreprenne, et jusqu'à un moment où j'ai démissionné moi-même la 4e fois. Vous pouvez tu peux leur dire merci déjà à ces patrons de t'avoir sorti, parce que ça t'a amené là où t'es, quoi. Parce que c'est un bon message. Enfin, j'en avais besoin, voilà. De toute manière, c'est la magie de la vie. Tout ce qui nous arrive, normalement, c'est que pour indiquer, remettre, reprendre cet alignement et ce qu'on doit faire. Puis un message sur le conformisme aussi à passer. C'est très dur de sortir de la conformité, de ce qui est attendu de nous. Et parce qu'on nous le reproche toujours dès qu'on sort, parce que c'est pas rassurant, mais c'est tellement. Mais c'est kiffant. C'est tellement. Enfin, moi je te disais, j'ai une épouse qui est étrangère, qui a un parcours de directrice générale d'une ONG qui avait 30 salariés et qui est arrivée en France, qui déjà tout son CV n'a plus aucune valeur. Quand elle va à Pôle emploi, enfin c'est ce qu'on lui a expliqué, et puis qui fait un choix après, qui lance une activité en free, et puis qui fait un choix après de s'arrêter de travailler pour s'occuper de ses enfants. Laisse tomber. Déjà c'est difficile pour elle de faire ce choix, mais encore plus avec le jugement des autres. Mais tout le monde te met la pression, alors que parfois ceux qui nous mettent la pression sont aussi ceux qui auraient bien aimé l'avoir fait. C'est toujours ou qui après recul pour leur deuxième font pareil, ou et puis après qui deviennent amis aussi, et puis donc sortir de la conformité de ce qui est attendu de nous, parfois c'est difficile, notamment dans le regard familial, mais c'est comme ça qu'on change les choses, et ça paye toujours, puisque finalement on peut prendre le risque de passer de suiveur à exemple, ou à son propre acteur. Ou à son propre acteur, en tout cas. C'est déjà bien. À être son propre acteur. Et de se libérer de beaucoup de choses. Ouais, je dis ça, je dis ça comme si moi, j'étais un être libre. J'ai toutes mes propres chaînes, j'ai toutes mes complexités. Je pense que c'est le processus de toute une vie. C'est un cheminement éternel, oui. Il y a des gens qui me connaissent qui disent ouais, Julien il fait le mec libre. Mais moi je sais que des fois son Wild and Slow là c'est pas slow pour lui, je peux vous le dire. Des fois il bosse, des fois lui il ne s'autorise pas lui-même à les horaires de travail qu'il prétend, etc. Et c'est vrai, et c'est un parcours, puisque je travaille pas le mercredi après-midi quand même. En tant qu'entrepreneur c'est déjà pas mal, et j'aspire à moins travailler. Voilà. J'aspire à m'accorder des meilleurs horaires qui sont déjà pour autant pas mal. Je pense que c'est pas mal par rapport à beaucoup d'entrepreneurs. À la moyenne. Ouais. C'est super. Et puis de le partager en toute transparence, voilà, c'est ça qui est le plus important.
On est bourré de paradoxes et on n'atteindra jamais cette perfection. Et heureusement, parce que voilà, c'est notre nature. C'est ça. On a passé un très très bon moment. On comprend beaucoup plus cette vision, ton parcours et ce projet, cet ADN et ce grand tout que tu as mis vraiment à l'intérieur de Wild and Slow. Avant de clôturer cet épisode, on va faire quelques questions là, un peu plus partage, un peu plus ressources justement. Je te propose du coup de te poser quelques questions. Dans un an, si tu devais enseigner une matière utile, laquelle serait-elle? Matière utile que tu aurais envie de mettre à l'école, au programme de Tools. La com durable, la communication durable, c'est-à-dire c'est quoi, comment on s'y prend. D'ailleurs, j'ai une formation qui est prête, hein, j'ai déjà formé des professionnels là-dessus, sur une prise de recul de qu'est-ce que fait notre métier, parce que notre métier peut transmettre des idées sexistes, c'est pas que les produits, hein, c'est aussi des fois les idées, des mises en scène très sexistes, très discriminantes, tout ça. On n'est pas obligé de le faire. Comment créer une stratégie de com responsable, qu'est-ce que ça implique, et puis in fine, pour moi c'est plus secondaire, mais in fine, comment éco-concevoir ces outils de com, puisque pour aller jusqu'au bout du bout, comment on éco-conçoit un magazine, un site web. Un site web, c'est un peu plus challengeant, c'est un peu plus mystérieux, on se demande comment ça marche, il y a de la technique, il y a des bonnes pratiques. Il y a un livre qui en recense 115 notamment. Voilà, donc ça me plairait d'enseigner ça. Et pour le kiff, ça me plairait d'enseigner à des créatifs, notamment sur du branding, par quoi je commence quand je dois créer une identité visuelle. Voilà, c'est quoi le point de départ pour apporter une direction de création. Un logo, c'est pas que de la technique, c'est pas que de l'équilibre, c'est pas que un truc bien vu, c'est aussi une justesse. Comment je les représente de manière juste, eux, en 3 traits et 2 mots. C'est chaud, hein, et par quoi je commence? Moi, ça a été un processus de 2-3 ans pour devenir bon dans le branding, etc. Et ça, j'ai envie de le transmettre aussi. Voilà. Donc, on a juste on va envoyer, on va dire, le programme à l'éducation nationale et aux écoles de design. Ouais, c'est ça. Et puis sur les écoles de com, vraiment transmettre les enjeux de la responsabilité du durable pour que on devienne un métier qui fasse aussi plus envie. Je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants en école de design qui à un moment ont détourné la com, la pub pour faire d'autres branches du design parce qu'ils ont une mauvaise image du secteur. Et je leur dis, on n'est pas obligé de faire des logos de pétrole, quoi. Enfin, on peut faire d'autres choses. Voilà. Avec qui aimerais-tu boire un café ou boire un verre de vin ou déjeuner si tu avais le choix? Nos limites. Des personnes encore ici parmi nous ou pas? Arthur Aubeuf, Time for the Planet. Ouais, ça serait très bien. J'ai eu l'occasion d'échanger un petit peu avec lui par message interposé ou par messages vocaux, etc. Il est passé sur Aventure Humaine. Yeah, bravo, cool. C'est quelqu'un que j'admire pour ce qu'il a lancé avec Time for the Planet. Même si c'est pas le seul, il y a il y a aussi des associés, mais il reste une figure, la figure visible, on va dire. C'est ça. Et puis je le trouve, tu vois, il vient de partager sur son burn-out récemment. Il a un conseil aussi à tout le monde, c'est la vulnérabilité ne nous tue pas, elle nous rend plus humaines et elle permet de mieux toucher aussi les gens qui nous entourent. Il n'y a rien de pire que tout est préparé, tout est parfait, etc. Donc j'aime ça chez lui. Bon, il y a des personnalités politiques aussi que j'admire. Alors, je vais pas les citer parce que je vais pas me politiser là publiquement, etc. Je le garde dans ma sphère privée, mais il y a des gens là-dedans. Et puis si, il y a des auteurs que je lis. Il y a des auteurs que je lis, notamment il y a un universitaire américain qui s'appelle Dan Ariely, qui a fait pas mal de TED notamment,
et qui est un des acteurs qui m'a passionné sur le fonctionnement de notre cerveau et qui est hyper intéressant. Il a une demi-barbe, hein, parce qu'il a eu un problème plus jeune, il a été à moitié défiguré, et donc il a de la peau qui pousse que il a du poil qui pousse que d'un côté. Donc il a aussi une personnalité intéressante, dont il sait parler, de se rendre vulnérable quand il parle justement de ces sujets. Ça, c'est quelqu'un avec qui j'aimerais bien boire un café. Dan, if you are listening, I would love to have a coffee with you. It would be such a pleasure. I've read 2 of your books, watched many of your videos. You're amazing. You are one of the people who changed my life. C'est dans la boîte, on va lui envoyer. Mm-hmm. Merci beaucoup. Justement, si tu devais écrire un livre, il porterait sur quoi? Un livre. Comment dire? J'ai tellement de choses à dire sur ralentir, tiens. Ralentir. Je vais faire un parallèle. Je peux encore ou pas? On a une limite. Non. Il y a quelques années, je prenais des cours de chant et mon prof de chant m'a dit putain, Julien, ralentis un peu en cadence, quoi. Tu pars bien en tête. J'avais eu un groupe de hard rock avant. Donc, c'était pas forcément mon style, c'était un peu ma voix est pas forcément adaptée, donc j'avais un débit important. Et donc, il m'a conseillé de ralentir. Et puis, ce conseil, parce que on a parlé de ralentir dans plein de choses, je prends un parallèle artistique. Il m'a donné ce conseil: ralentis, prends ton temps. Quand tu abordes une chanson, tu vas tranquille et tout. Et ce conseil-là a beaucoup changé mon chant, puisque déjà, ça m'a permis alors que j'avais un volume et un débit qui étaient moyens, du coup, c'était toujours dans les médiums, j'ai beaucoup plus travaillé mes graves et mes aigus. Donc le ralentissement m'a permis de mettre du volume, de la tendresse aussi, de donner de la valeur au silence. Aujourd'hui, dans notre groupe, on a plein de chansons où il y a des pauses il y a un instrument qui arrive qu'au milieu de la chanson, qui s'arrête. Et quand un instrument n'arrive qu'au milieu de la chanson, il a 10 fois plus de valeur que s'il s'imposait alors qu'il n'a pas forcément de valeur à ce moment-là. Ça donne de la force, de la valeur. Voilà. Une Formule 1, ça roule que sur du plat. Ça n'aime pas rouler en montagne, ou ça n'aime pas rouler avec des courbes, des volumes, etc. Ralentir, ça permet d'avoir une richesse beaucoup plus forte. Et voilà, sur le ralentissement, il y a 10 000 fils à tirer sur à quel point c'est bon de pas faire comme mode par défaut, le mode à fond la caisse, quoi. Voilà, c'est un message que je me donne à moi-même aussi, parce que c'est pas facile pour moi de ralentir, voilà. Et oui, j'aimerais écrire là-dessus. Ouais. Magnifique. Je commande déjà le livre. Quel pays ou quelle culture aimerais-tu découvrir? J'aimerais aller à la rencontre de ces quelques îles qui ont le secret de la longévité et qui nous re-questionnent sur nos rythmes de vie, notre alimentation, une philosophie en général. Voilà, je sais qu'il y a une île japonaise là-dessus, je crois qu'il y a un endroit en Italie, je crois qu'il y a eu un reportage même sur tous ces endroits qui ont ces secrets de la longévité, et non pas que je m'inquiète de ma mort imminente, hein, j'espère que j'ai encore du temps, mais ça m'intéresse puisque dans un contexte où aujourd'hui il y a des enjeux de santé de plus en plus importants, on parle de plus en plus de santé globale aussi, on a des enjeux de santé mentale importants, et on s'aperçoit à quel point notre santé mentale a un impact sur notre durée de vie. Et donc, et je pense que ces sociétés dont je parle, elles sont lentes, elles sont... On est dans le thème du livre, hein, c'est sûr.
Les petits villages où on les voit totalement ralentir. Il y a cette. Je me souviens, je crois vraiment en Italie, ils parlaient de sieste et de pétanque. Ouais, mais la sieste est un secret de longévité. S'accorder la sieste, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Et dormir nous permet de nous rallonger. En fait, tirer tout le temps sur la machine, quoi, c'est pas bon, hein. Voilà. Ouais, j'aimerais partir à la rencontre de ces endroits-là pour en piocher quelques inspirations. Génial. On part dans ton sac. Est-ce que tu aurais n'importe quelle ressource, livre, film, pièce de théâtre, podcast que tu aimerais là nous partager? Justement, offrir un cadeau. Comment ça s'appelle? J'ai vu un one-man show l'autre jour, c'était... Alors je crois que le nom c'était Psy Show. C'était à Nantes. Je me rappelle plus de l'auteur. Si tu veux, je te l'enverrai par mail, Oui. et puis tu pourras le mettre dans les notes du podcast ou un truc comme ça. Oui. Psy Show, et on a un peu rigolé, puis on a aussi fait de l'introspection. Donc c'est marrant parce que t'es un stand-up, et il y a pas mal d'exercices où, notamment, on a créé une encre... Un ancrage fort. Un ancrage fort qui marche encore, c'est-à-dire si je le fais, ça me fait sourire. Parce que on a fait ça en live, etc. Et puis moi, ça m'a beaucoup parlé avec mes recherches neurosciences, etc. Il parle pas mal de sujets d'actualité sur le climat, sur notre cerveau gauche, notre cerveau droit. Et puis c'est quelqu'un qui a vécu, c'est pareil, qui nous parle d'un deuil dans sa vie, qui nous parle de ses traumatismes aussi à lui, et qui était intéressant. Donc j'aimerais partager ça. Je crois que le nom du spectacle s'appelle Psy Show. Ok, je regarderai. On mettra tout ça dans les notes. Si tu avais un bouton No Limit là devant toi, qu'est-ce qu'il actionnerait? Nos limites, c'est le temps que j'accorde à mes passions. Voilà, j'aimerais bien qu'ils soient un peu plus nos limites. C'est-à-dire faire de la musique, faire des choses divertissantes, quoi. M'accorder plus de temps pour... Moi, j'adore divertir. Je pense que c'est ce qui me plaît le plus. C'est quelque chose c'est là où je me sens vivant et exister. Quand je suis sur la scène, là, et que je fais quelque chose qui touche le cœur des gens. J'aimerais bien être beaucoup plus nos limites là-dessus, me réaccorder ce temps. Et à un moment, récemment, j'ai mis la musique de côté pendant 2 ans. Et là, je viens de reprendre, là. Oh là là, le bien que ça me procure. La création, la joie, l'équilibre, toutes tes facettes sont nourries en même temps, quoi. Ouais, je pense que vraiment, on a un système aujourd'hui où tout le monde a un métier. Et je pense que dans ces petites sociétés des îles là, de longévité, ils ont plusieurs métiers, les gens ont plusieurs activités importantes dans la journée. C'est ça que je m'accorderais plus, c'est-à-dire avoir plusieurs activités, avoir plusieurs métiers, que ce soit plusieurs trucs très différents dans Wild and Slow ou Wild and Slow plus autre chose. J'aimerais, je pense que j'aimerais ça. J'aimerais ça. Voilà. Donc nos limites, et puis nos limites en amour. À tout le monde, quel que soit le type d'amour, il faut aimer. Il faut aimer pour avancer. Agrandir son cœur. Toujours. Il y a toujours de la place. Même aux arbres et aux oiseaux. Hein. Enfin, s'arrêter pour écouter un oiseau. On s'arrête jamais pour écouter un oiseau. Et après, on écrit « Oh, j'adore écouter les oiseaux », mais en fait, on le fait jamais. S'arrêter pour écouter un oiseau, c'est cool. Ça fait un peu hippie là de raconter ça. Ah non, je partage totalement. Le matin, moi, je me lève très tôt, à 5 heures, et il y a toujours que des bruits d'oiseaux à cette heure-là. Le pied. C'est génial. Café, chant d'oiseaux, il n'y a pas mieux pour moi, un petit café quand même. Mais le chant d'oiseaux et le silence
tranquillement démarrer la journée, il y a une vraie dynamique qui se met en place. T'as pas les enfants qui se réveillent, qui viennent perturber le chant d'oiseau à 5 après, heures, un petit non, peu, non, 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 pas à 5 heures. À 6h30, 7h. Donc c'est pour ça, je fais le choix délibérément Bien joué. de me réveiller moi-même en amont, plutôt que d'être réveillé par eux, quoi. Ouais, bon. Ça se met différemment après. C'est bien. C'est un rythme à adopter. T'as raison. C'est bien d'avoir une structure, de choisir son temps de je vais au dodo ou je me réveille, de le choisir plutôt que de toute façon on m'a réveillé. Tu vois, bravo pour ça. Ça fait peu de temps, hein. Avant, il y avait pas de rythme du tout, donc il y avait ni nuit ni journée. C'était tout mélangé. Justement, on est sur les enfants. Alors nous, le podcast pour nous, c'est vraiment un magnifique témoignage. On laisse une trace et c'est un peu cette idée d'héritage. Alors, on finit toujours par cette question. Quel message adresserais-tu et laisserais-tu à tes enfants aujourd'hui? Acceptez qui vous êtes. Ouais, acceptez qui vous êtes, aimez-vous vous-même, aimez les autres, ayez confiance en vous. Moi j'aurais aimé qu'on me dise ça finalement, parce que parfois on peut avoir tendance à transmettre ses attentes sur ses propres enfants, alors que je pense le meilleur message qu'on puisse leur transmettre, que ça vaut pas que sur les enfants finalement, c'est aime-toi. Déjà pour aimer les autres, faut s'aimer soi-même. Donc aime-toi, aie confiance en toi. Tu vaux la peine d'être aimé aussi, comme tu es, juste comme tu es. T'as pas besoin d'être mieux. T'as pas besoin de performer, machin. Aimez-vous vous-même et voilà. Je pense que c'est la clé pour être heureux. Et quand on n'a pas tout à fait ça en soi, c'est travailler à s'aimer soi-même. Et plutôt que d'aller vers la victimisation de j'ai vécu ça, le monde est comme ça, machin, non, reprendre le temps, l'effort d'accepter sa vie, de s'aimer, pour accéder au bonheur. Accéder à soi-même. Et à la liberté, accéder à soi-même, c'est accéder au bonheur, accéder à la liberté. C'est arriver à se débarrasser de ses peurs aussi, toutes ces peurs inutiles qui nous pèsent dessus. Quand on s'accepte, on a beaucoup moins peur. On a beaucoup moins peur de. Et d'ailleurs, une fois qu'on a repassé ses peurs, on comprend pas comment j'ai pu avoir peur de ça. C'était pas si compliqué. Et il y en a d'autres qui arrivent, qu'il faut encore dépasser. Faut encore débloquer. Mais on a de l'entraînement après quand même. Ouais. On a de l'entraînement. On va plus vite. On les détecte et on va plus vite. Exactement. Et on est plus vulnérable, c'est-à-dire oh là, excuse-moi, je pense que j'ai eu peur et machin. Poum. Alors là, les excuses sont acceptées immédiatement parce que sans obligation, mais parce que on s'est rendu vulnérable, on a détecté ces émotions négatives, on les a mis sur la table. Tout le monde accepte ça. À commencer par soi-même. Merci Julien. Merci beaucoup, vraiment, 1000 fois pour tout ce que tu nous as partagé. Avec, cette vulnérabilité, cette authenticité. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir de plonger dans ton aventure, dans ton parcours. Et j'invite tout le monde à peut-être à aller voir là le film que vous avez réalisé il y a quelques mois. Super présentation. Totalement aligné, qui sort totalement des codes. C'est justement un temps, j'ai envie de dire c'est un court métrage, c'est pas 30 secondes là, rapidement avec quelques mots. Non, il y a vraiment une écriture, une justesse, une poésie qui s'en dégage. Donc je mettrai le lien.
Ok, ça roule. Un grand merci à toi, Gaël, pour cette bonne grosseur là qu'on vient de passer ensemble, qui a été un petit rayon de soleil dans ma journée, hein, parce que j'ai eu pas mal de taf ce matin, je vais en avoir pas mal cet après-midi, et prendre ce temps tout en lenteur avec toi, c'est comme un cadeau que je m'offre aujourd'hui, on va dire. C'est-à-dire, allez, prendre le temps pour discuter, philosopher, ça fait beaucoup de bien. Je me sens bien là. Avoir échangé avec toi. Et pour revenir sur ce film, oui. La réalisatrice s'appelle Magali CV, sa boîte s'appelle All Heroes, et en parlant d'authenticité, ce film n'a pas été écrit. Donc tout ce qui est dit, c'est des questions qu'elle nous pose et auxquelles on répond, quoi. Et je pense que je parlais d'elle tout à l'heure dans une jeune réalisatrice qui a une méthodologie assez émotionnelle et des méthodes qui permettent de faire ressortir justement la vérité, les tripes, plus qu'un discours travaillé tellement de fois que il n'a plus d'âme, quoi. Il est répété, donc j'aime bien ça. J'aime bien cette façon-là. Je me reconnais beaucoup là-dedans. Allez déplier et prenez le temps de regarder les descriptions. Il y a toujours plein de liens, de ressources et d'informations pour approfondir tout ce qu'on a partagé et tout ce qu'on a exploré. Merci beaucoup, Julien. All right. À très Merci bientôt. Beaucoup, Gaël. Bye bye, ciao.